Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre du kit gratuit que nous allons diffuser auprès des futurs éleveurs et des éleveurs débutants, nous attaquons aujourd'hui le chapitre concerné par le fait de trouver le bon mâle pour la femelle que vous avez destiné à la reproduction et dont vous attendez des petits avec une grande impatience. Je comprends ça très bien, surtout si c'est la première fois, hein, on est tous passés par là. Alors, pour clore donc ce chapitre, on va récapituler un petit peu les conseils que je pourrais vous donner une fois que vous avez bien tout vu, mais c'est pas une mauvaise chose que de revoir un petit peu tout ça. La première des choses, évidemment, un mâle, on ne le voit pas forcément tout de suite. Alors, même si il est conseillé de le voir, voire même de le toucher, hein, si c'est possible, avant de lui faire saillir sa femelle, eh bien, quelquefois, c'est pas possible. Ne serait-ce que parce que, il est peut-être à l'étranger, hein, par exemple. Dans ce cas, il faut se fier à ce que le propriétaire nous dit, que ce soit un éleveur ou pas. Et dans ce cas, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Prenez soin de demander un minimum les photos, hein, c'est quand même assez utile. Le mieux encore, c'est des vidéos. Le pédigré, s'il y en a un, ou au mieux, hein, quand même, les origines, pour voir un petit peu hein, comment ça va s'allier tout ça avec les origines de votre femelle. Si vous n'avez pas d'autres documents, si je puis dire, demandez à voir peut-être ou essayez de vous renseigner si vous pouvez trouver sur diverses revues, sur divers posts, des commentaires sur le chien ou le chat en question. Alors quand je dis des commentaires, ça peut être des résultats d'expo ou de travail. Ça peut être aussi des commentaires d'autres éleveurs qui l'ont utilisé. Hein. Ça peut être de gens qui l'ont vu et qui ont été extrêmement ravis de voir ses qualités ou qui vont parler de ses défauts. Hein. Donc, essayez de compulser un petit peu tout ça par différents documents, par différents sur différents supports. D'accord. Ça peut être aussi, et là quand même, les titres ou les résultats du chien ou du chat en question vont vous donner quand même une bonne idée de ses qualités et de ses défauts. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, pour choisir le mâle, eh bien, essayez surtout si c'est une première portée, et surtout si le mâle vous ne le possédez pas, hein, évidemment c'est là que pose problème, c'est de ne pas aller trop loin pour une première saillie. Alors, évidemment, si vous avez le mâle qui vous plaît, qui est à plus de 1000 bornes de là, vous n'allez pas prendre celui qui est à côté juste parce que c'est celui qui est à côté ou parce que vous n'avez pas envie de perturber votre femelle. Si c'est celui-là qui vous plaît, évidemment, qui est vraiment compatible en tout, hein, vraiment qui pour vous est le Graal, eh bien, prenez-le. Hein, mais vous allez prendre toutes les dispositions qu'il faut bien avant d'y aller. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez plusieurs choix possibles, essayez de ne pas aller trop loin. Déjà parce que vous allez prendre un risque financier. N'oubliez pas que votre femelle peut rester vide, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas avoir de petits, pour X raisons. Si elle est vide, vous aurez fait beaucoup d'efforts financiers pour rien. Donc essayez de prévoir les choses, de peser le pour et le contre, sachant que c'est la première fois. Vous ne savez pas si elle n'a pas un problème d'insuffisance lutéale, comme on appelle, c'est-à-dire si elle ne fait pas une descente de taux de progestérone au mauvais moment qui fait que vous perdez vos petits avant même qu'ils naissent. Hein. Vous ne savez pas si justement elle va mener sa gestation à terme. Vous ne savez pas si elle va pas les perdre au moment de la naissance ou même si elle ne va pas arrêter ses chaleurs quand elle va arriver donc chez le propriétaire du mâle. Pour une raison ou pour une autre, donc vous ne savez rien, d'accord. Donc essayez de peser le pour et le contre avant de partir loin pour une saillie, donc surtout sur le plan financier. Ensuite, il faut avoir le temps d'aller aussi loin. Hein. N'oubliez pas que probablement, comme beaucoup de petits éleveurs, vous bossez
à côté, hein, vous n'êtes pas forcément disponible de tout votre temps, et vous n'aurez pas forcément toutes les conditions idéales, ne serait-ce que du point de vue de votre patron, hein, pour être disponible le jour J pour aller faire la saillie. D'accord? Bon. Ensuite, n'oubliez pas que les trajets, plus ils sont longs, plus ils sont loin, plus ils risquent de perturber votre femelle, que vous soyez là ou pas. Hein, c'est-à-dire que vous alliez vous-même à la saillie ou que vous preniez quelqu'un, hein, qui va transporter la femelle jusqu'à l'endroit où elle doit être saillie. Donc, autant que possible, prenez ça en compte. Ensuite, justement, du point de vue de la longueur et du transport et donc de la distance, essayez de voir avant de prendre vos dispositions, soit au niveau de temps, soit au niveau financier, etc., de demander au propriétaire s'il ne peut pas garder cette femelle pendant un certain temps. Ou même, vous gardez vous, avec votre femelle, pendant quelques jours. Donc n'oubliez pas de lui demander si gentiment elle ne peut pas vous assurer le gîte et le couvert pendant ces quelques jours, le temps que vous puissiez faire saillir votre femelle tranquillement. Vous pouvez aussi la laisser là-bas. Là aussi, demandez à l'éleveur ou au propriétaire de garder votre femelle pendant les quelques jours de la saillie, voire pendant plusieurs semaines. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Mais là encore, n'oubliez pas que votre femelle peut être perturbée. Hein, donc, connaissez bien le caractère de votre femelle avant d'envisager cette solution. Il y a des femelles qui ne supportent pas d'aller dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, elles sont perturbées au niveau de leur cycle ovarien et coupent carrément leur chaleur en arrivant là-bas. Moi, je sais que ça m'est arrivé au début des années 90, j'avais fait partir une chienne comme ça, elle est arrivée là-bas, elle a arrêté ses chaleurs. Il a fallu que j'attende donc la deuxième fois, hein, et d'y aller moi-même pour la saillie pour que ça se passe bien. Donc ça arrive. Hein. Alors, moins facilement chez le chien, chez la chienne en tout cas, que chez la chatte, mais pensez-y. D'accord? Voilà. Ensuite, on a le problème de choisir le bon mâle. Donc on vient d'en parler dans un chapitre précédent. N'oubliez pas, pour récapituler, de choisir le meilleur mâle qui soit pour votre femelle, non pas sur une ou deux caractéristiques particulières qui seraient, on va dire, le contraire des défauts, hein, par exemple de votre chienne ou de votre chatte, mais bien un ensemble qui soit un parfait équilibre entre le beau et le bon. Et en particulier chez le chien, quand on parle de bon, puisqu'on parle surtout de qualité de travail, ou en tout cas de qualité caractérielle. Mais même au niveau du chat, si on ne choisit que sur le physique, attention au caractère, surtout si c'est inné, hein, surtout si c'est déjà plus ou moins dans la lignée, hein, des caractères un petit peu faiblards. Quand je parle de faiblards, c'est-à-dire des caractères vraiment très agressifs, qui peuvent être vraiment pas génétiques forcément, mais en tout cas qui soient vraiment dans le tempérament et peut-être de la race et donc exacerbés, hein, et qui peuvent se retrouver dans vos chatons. Mais en tout cas, au niveau du chien, c'est particulièrement vrai. Donc, tout excès n'est jamais bon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, pensez à réclamer les tests de santé qui soient génétiques ou qui soient physiques, hein, comme on vient de parler dans un chapitre précédent, bien avant la saillie. N'attendez pas que votre femelle soit en chaleur pour vous demander qu'est-ce que vous allez demander comme test au mâle pour savoir si c'est compatible ou pas. Demandez-le plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Ça veut dire aussi que vous allez vous mettre en quête du choix du mâle pour votre femelle, pas au moment des chaleurs. Hein, prenez-vous-y parfois plusieurs années avant. Hein, si vous faites ce qu'on appelle des plans, des plans génétiques ou des plans de compatibilité génétique plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance, ce qu'on appelle des plans d'élevage. Hein, moi, je sais que j'en faisais souvent. Hein, j'en faisais qui s'étalaient sur 10 ans. Hein, mais le problème, c'est que comme je trouvais souvent un mâle qui était plus compatible pour ma ou mes femelles dans les 2 mois, hein, donc en général, tous les 2 mois, je changeais de plan d'élevage. Donc c'était assez rigolo, mais ça me permettait aussi de remettre en question tout ce que je prévoyais, et ça c'était assez sympa quand même. Voilà. Donc bien demander les documents, que ce soit des tests de santé,
que ce soit n'importe quoi d'autre, bien avant. Et surtout, ne pas vous fier à la parole de l'éleveur ou du propriétaire du mâle. Prenez les documents tels que vous les avez au jour J ou au moment où vous les demandez. Si vous êtes suffisamment en avance par rapport aux chaleurs de votre femelle, vous pourrez en demander des complémentaires. Mais si au moment des chaleurs de votre femelle, vous n'avez pas certains documents, ne vous fiez pas à la parole, ne vous fiez pas au fait qu'ils vous disent par exemple « Oh ben c'est en cours » ou « Je ne l'ai pas encore reçu » ou « Je vais le faire », etc. Si vous pensez que c'est très important pour la compatibilité avec votre femelle et même que ça pourrait représenter un danger sur le plan génétique au niveau des chiots ou des chatons que vous allez avoir, n'utilisez pas ce mâle. Prenez les documents tels que vous les avez le jour J et au maximum le jour où vous allez faire la saillie. C'est extrêmement important parce que, malheureusement, tout le monde n'est pas honnête, hein, et vous pourrez avoir des très très graves surprises. D'accord ? Bon. Toujours en allant dans le sens des tests de santé, demandez le test ADN du mâle que vous allez utiliser pour pouvoir ensuite demander la filiation des petits quand vous les enregistrerez plus tard, une fois qu'ils seront nés ou une fois qu'ils sont prêts à partir. D'accord ? C'est très important. Là aussi, ne vous fiez pas au dire du propriétaire. Ensuite, ça vous permettra de toute façon de voir des problèmes d'incompatibilité au cas où. Si par exemple vous avez un test ADN du père qui dit qu'il est non porteur d'une maladie et que vous avez des chiots ou des chatons qui sont soit atteints, soit minimum porteurs, alors que votre femelle, elle est plus de la maladie en question, je pense qu'il y a un problème. D'accord ? Alors, évidemment, si le chiot ou le chaton est atteint, avec une femelle qui est plus, là aussi, hein, il peut y avoir un problème. Mais si votre femelle, elle est porteuse de la maladie en question et que vous choisissez en particulier un mâle qui est censé être plus, justement pour ne pas avoir de chiot ou de chaton atteint et que dans le lot, vous avez un chiot ou un chaton qui est atteint, donc déjà d'une, refaire le test du chiot ou du chaton en question, mais si le chiot en question ou le chiot ou le chaton en question est confirmé dans son test, vous avez tout intérêt à demander le test du mâle, à ce qu'il soit refait. Ça, c'est sûr et certain. Et si il est refait en lui-même et que c'est toujours le même, dans ce cas, et à plus forte raison, si vous avez laissé votre femelle chez le mâle pendant plusieurs jours, demandez à refaire le test ADN. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. D'accord ? Parce que là, il risque d'y avoir un gros problème. Ok ? Voilà. Ensuite, n'oubliez pas quelque chose qui est très vrai. Il y a toujours dans le monde un seul mâle compatible parfaitement avec votre femelle. Attention, je n'ai pas dit compatible tout court, j'ai dit compatible parfaitement. Ça veut dire que vous n'aurez toujours qu'un seul mâle qui remplira exactement tous les critères dont vous aurez besoin pour votre femelle. Ça ne veut pas dire que vous ne devez utiliser que celui-là. Il suffit qu'il ne soit pas disponible à ce moment-là, il suffit que, pour X raison, vous ne puissiez pas l'utiliser. Ou que vous ne l'ayez pas trouvé, hein, tout simplement. Mais sachez que c'est vrai. C'est vrai. Sur le plan génétique, sur le plan physique, il n'y a toujours qu'un seul mâle pour une seule femelle. Un truc qui n'est pas toujours possible, mais qu'on peut envisager si le mâle a déjà un certain âge, c'est de pouvoir voir des produits de ce mâle avant de l'utiliser. Alors, je reviens sur quelque chose que j'entends souvent, des gens qui ont une femelle qui est soit médiocre, soit de qualité tout juste passable, soit qui a des gros défauts, et l'éleveur de la femelle, en tout cas de la future portée, s'imagine qu'en utilisant la 8e merveille du monde, va avoir des chiots ou des chatons absolument merveilleux. Non. Le chien ou le chat, mâle, ne fait pas tout le travail. Donc, si votre femelle a déjà pas mal de défauts, ne comptez pas sur le mâle pour faire tout le boulot et rattraper tous les défauts de votre femelle. Donc, ça, c'est super important. Quand on voit les produits qu'il a pu faire, que vous pourrez voir soit en exposition, soit en concours de travail d'ailleurs aussi, que ce soit sur des photos, que ce soit de visu, n'oubliez pas que pour faire ces produits, il a fallu une femelle pour lui. D'accord ? Et donc, s'il a de beaux produits, demandez-vous s'il ne les a pas faits avec une belle femelle
ou si c'est des produits qui travaillent extra bien, est-ce que la femelle n'avait pas des qualités intrinsèques de travail aussi qui étaient assez élevées? Donc, demandez-vous si le mâle va pouvoir compenser tous les défauts de votre femelle rien qu'en regardant ses produits. Hein. Ça peut être un leurre, d'accord? Un chien ou un chat, il peut avoir des super produits dans 90% des cas, et finalement avec votre femelle, eh ben, il va faire des chiots ou des chatons qui vont être tout juste passables. Mais demandez-vous si génétiquement, eh bien peut-être que ça ne correspond pas. Ou qui peut sortir donc des tares ou des anomalies alors qu'il n'en a jamais sorti avant. Moi, par exemple, j'ai vu un jour passer un post au sujet d'un berger australien, une personne qui avait une femelle berger australien, et elle utilise un mâle pour la deuxième ou troisième portée, hein, peu importe, et elle dit ah, je ne comprends pas, la majorité des chiots sont blancs, enfin en tout cas blanc envahissant. Et elle dit tout de suite ah, de toute façon, ça ne peut venir que du mâle. Ben non. Le blanc envahissant, il faut être 2 pour le produire. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sa femelle n'a été saillie la première ou les 2 premières fois que par un mâle qui n'était pas plus porteur qu'elle, ou le hasard a fait que dans cette portée-là, il n'y en avait pas. Ça ne veut pas dire que les 2 mâles ou le mâle qu'elle a utilisé n'était pas porteur. C'est juste que dans cette portée-là, il n'y en a pas eu. Et que malheureusement, le troisième ou deuxième ou troisième mâle qu'elle a utilisé était peut-être plus porteur de blanc que, que les portées d'avant, hein, que les 2 mâles qu'elle a utilisés avant, et donc c'est ressorti dans cette portée-là. Donc, réfléchissez à la compatibilité du mâle que vous avez utilisé. Ne faites pas porter tout le poids et des qualités à faire ressortir et des tares qui peuvent ressortir éventuellement sur lui. N'oubliez pas qu'il y en a 2 dans l'histoire. Il y a et votre femelle et le mâle. Et si le mâle n'a pas reproduit, pensez à demander un spermogramme, au moins ça. Hein, pour être sûr que, en plus, si vous faites pas mal de kilomètres, que vous ne vous déplaciez pas pour rien. C'est-à-dire de vous déplacer pour un mâle qui n'a peut-être rien dans les cacahuètes. Hein, soit parce qu'il n'est pas encore assez mûr, soit parce qu'il a un problème. Et dans ce sens, d'ailleurs, je vous conseille de regarder s'il a déjà un certain âge, hein, admettons qu'il ait peut-être, je sais pas moi, 2, 3, 4 ans, regardez dans Love Select, donc la base de données Love Select au niveau de la SCC, et dans Pets, par exemple, au niveau du chat, par rapport au louf, vous pouvez demander au niveau du louf s'il a des traces de produits. Si vous ne voyez rien apparaître, méfiez-vous quand même. C'est peut-être pas juste un particulier qui n'a pas eu l'occasion de faire reproduire son mâle. D'accord? N'oubliez pas qu'un mâle d'un particulier peut très bien être de super qualité. Ça, c'est important. Parce qu'il a eu la chance de tomber dessus et qu'il ne le sait peut-être même pas. Hein. Donc, ne soyez pas sectaire à choisir votre mâle uniquement s'ils appartiennent à des éleveurs ou à des exposants qui passent leur temps juste en exposition ou en concours de travail aussi, hein, peu importe. Des chiens ou des chats de particuliers peuvent avoir autant de valeur que s'ils sont utilisés ou s'ils appartiennent à des éleveurs. Ça, c'est vraiment super important. Et dans le cas où il appartiendra à un particulier, n'oubliez pas que les particuliers ne proposent pas forcément leur mâle en saillie. Et puis surtout parce que même s'ils le proposent, si le chien ou le chat n'a pas de test ou cocaisse, eh bien, il peut ne pas intéresser des éleveurs. Donc, il peut très bien ne pas avoir été utilisé parce qu'il n'a pas été assez intéressant à ce moment-là. Hein. Donc, peut-être que vous pourriez monnayer, par exemple, la saillie contre le fait de payer vous-même tous les tests inhérents à ce chien ou à ce chat, parce que vous apercevez qu'au niveau des origines, au niveau du type, au niveau du caractère, au niveau de tout, eh bien, il est quand même vachement extra, quoi. Que c'est un hasard que vous soyez tombé dessus et que finalement, pourquoi pas l'utiliser. Ça peut être une solution. Ok? Bon. Autre chose. Moi, j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, une amie éleveuse dans une race qui me disait souvent que quand elle choisissait un mâle pour une saillie, elle ne regardait pas seulement son pédigré, elle ne regardait pas seulement ses qualités à lui, qu'elles soient physiques ou caractérielles, elle regardait sa mère. Parce qu'en fait, elle rejoignait le principe que j'avais lu et que j'applique depuis 30 ans, c'est que justement la qualité d'un élevage est soutenue par la qualité extrêmement élevée
des femelles de cet élevage. Et même si elle avait rencontré la 8e merveille du monde en matière de mâle qu'elle pouvait utiliser, eh bien, si la mère était médiocre, elle n'utilisait pas ce mâle. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Donc, si vous avez un mâle, même si à la limite il est pas transcendant, c'est-à-dire que il pète pas 3 pattes à un canard, comme on dit, qu'il a des qualités, mais que ce n'est pas la 8e merveille du monde, que ce n'est pas le chien ou le chat spectaculaire que tout le monde voit partout, etc. Demandez-vous déjà qui est la mère et si possible, et qu'elle n'est pas, peut-être qu'elle n'a pas été vue en photo ou quoi qu'est-ce, demandez des photos de la mère parce que ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser ce mâle, bien qu'il ne soit pas le haut du panier, parce que peut-être que génétiquement, il retracera, comme on dit, beaucoup plus de qualité qu'un chien ou un chat plus spectaculaire, mais qui aura des origines tout à fait banales. D'accord? Voilà, donc ça, très intéressant. Et enfin, et ça c'est vraiment le point peut-être le plus important, quand vous voulez utiliser un mâle pour une saillie, prévoyez toujours un plan B, c'est-à-dire un plan X, donc le deuxième, le troisième ou le quatrième mâle potentiel au cas où le premier ou le deuxième ne soit pas disponible au jour J, quoi. Voilà, il peut y avoir X raisons pour qu'il soit pas dispo, ne serait-ce que parce que, eh bien, il va en saillir une autre dont le propriétaire, dont l'éleveur est propriétaire. Il peut y avoir aussi une autre femelle qui est prévue de l'extérieur pour ce mâle-là. Il peut ne pas être disponible parce que justement il va en concours de travail et qu'il ne faut pas le perturber. Il peut ne pas être disponible parce que il est malade ce jour-là. Il a été opéré de quelque chose. Il a eu un traitement. Il a chopé une infection. N'importe quoi qui fait qu'il n'est pas dispo. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc prévoyez toujours un plan B. Donc ça veut dire réfléchissez, grâce à ce plan d'élevage dont je vous parlais tout à l'heure, réfléchissez à plusieurs mâles possibles. Même si celui que vous avez choisi en premier est vraiment celui qui réunit toutes les conditions particulières et tous les critères que vous êtes fixés, prévoyez toujours un deuxième ou un troisième mâle. D'accord? Voilà. Eh bien, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Ça clôture le chapitre qui concerne trouver le bon mâle pour votre femelle. Je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.